C'est bon, tout fonctionne? Yes, super. Donc, on va démarrer. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous parler d'une question qui me tient vraiment beaucoup à cœur, qui est les enjeux, les liens, les associations entre activité physique, sport et les enjeux climatiques. La présentation d'aujourd'hui, elle est en gros en trois volets. Je vais commencer par vous faire un rappel sur les enjeux, les points clés liés au changement climatique. Ensuite, je vais vous présenter les résultats de notre revue de littérature sur les liens entre sport et changement climatique. Et puis ensuite, je vais essayer de vous offrir quelques perspectives plutôt auquel j'ai réfléchi en préparant cette présentation, plutôt dans une perspective de l'industrie du sport ou des entreprises. Je me suis dit que ça a intéressé une audience de type HEC, en tout cas l'idée que je m'en fais. Puis bien sûr, je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. En 2014, peut-être vous en aviez déjà entendu parler, un des rapports du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, concluait déjà, sans mesures d'atténuation autres que celles qui existent aujourd'hui, et même si ces mesures d'adaptation sont prises, les risques de conséquences graves, généralisées et irréversibles à l'échelle du globe sera très élevé à la fin du XXIe siècle en raison du réchauffement. Donc on a un très haut niveau de preuve qui a des conséquences déjà en place, déjà irréversibles, comme par exemple la fonte du Groenland. Et puis ça, c'était en 2014. Et puis le rapport de 2021 dit sensiblement la même chose. Et puis, d'année en année, on a un plus grand nombre de scientifiques qui nous alarment sur l'état d'urgence lié au changement climatique et en fait à l'espérance de vie en bonne santé, par exemple, des humains. Si on regarde par exemple l'enjeu principal du changement climatique qui est les émissions, l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on regarde depuis 1990, malgré tous les efforts qui ont été mis en place, ça n'a cessé d'augmenter, sauf l'année 2020. Vous pouvez voir ici un petit pic, une petite diminution de 5%, qui représente environ le moment où il y a eu quasiment un lockdown mondial, on va dire, dans les pays industrialisés. Donc, pour vous donner une idée, quand on a fait un lockdown mondial, on a réussi à uniquement diminuer nos émissions de 5%. Or, si on regarde les recommandations du GIEC, pour atteindre et rester sous les 2 degrés, c'est ce qu'on devrait faire par an. Donc, chaque année, jusqu'en 2030-2050, nous devrions diminuer de 5% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'équivalent d'un lockdown lié au Covid par an pour atteindre les accords de Paris. Puis, si on regarde les projections actuelles d'émissions de gaz à effet de serre, ça recontinue de croître. Il y a un effet rebond avec le redémarrage des industries. Donc, on vit actuellement, ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est qu'on vit actuellement les conséquences des émissions de CO2 de nos parents. Globalement, il y a une génération d'écart entre les émissions et les conséquences négatives pour l'environnement et pour l'être humain. Donc, si vous vous rappelez, vous connaissez par exemple l'actualité en ce moment de ce qu'il y a en Australie avec les énormes inondations, c'est partiellement expliqué par les émissions de gaz à effet de serre d'il y a une génération. C'est-à-dire que euh, les enfants, nos enfants, vont vivre les conséquences de nos émissions actuelles. Mais malgré ça, on peut rester positif parce que quand on regarde le dernier rapport du GIEC, pas celui de cette semaine, mais celui de l'automne dernier, il y a des scénarios dans lesquels on est capable de rester ici sous les 2 degrés. Donc, vous avez les températures ici. Puis, on voit que ce scénario-là, avec une forte coopération internationale, une priorité donnée au développement durable et une amélioration de la condition de vie, on peut rester sous les 2 degrés d'augmentation en moyenne mondiale si on fait des efforts dès maintenant, et des efforts très importants. Je vous l'ai illustré avec les 5% liés au Covid. Or, actuellement, si on regarde ces 20 ou ces 30 dernières années, dans les pays industriels comme le Canada ou d'autres pays qui émettent le plus au monde, on est sur le scénario business as usual, donc le pire scénario, où on aurait une augmentation de minimalement 4 à 5% en moyenne à l'échelle de la planète, avec d'énormes disparités. Donc, l'urgence climatique, les conditions de vie humaines sont déjà en péril à moyen terme. Je vais vous montrer 2 exemples. Si vous avez entendu dans la presse hier et avant-hier des articles qui résumaient le récent rapport du GIEC, ils estiment qu'il y a à peu près 3,5 milliards d'humains qui sont déjà en danger liés au changement climatique. Au Canada, vous avez un exemple, le village du Tuaktuk, au nord-ouest, ici sur la carte, qui déjà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, perd en superficie. Vous avez ici sur la carte, perd en superficie, se fait manger par la montée des eaux. Puis ici, vous avez concrètement ce que ça fait, c'est-à-dire peu importe les stratégies d'atténuation que vous mettez en place,
l'augmentation de la mer fait grignoter le village au fur et à mesure. Donc, c'est déjà réel pour des Canadiens, hein, le changement climatique. Vous avez un autre exemple, plus au sud, en Colombie-Britannique, l'été dernier, hein, vous avez des régions entières qui ont brûlé, qui ont ensuite subi à l'automne des inondations, causé environ 700 morts au Canada. Puis vous avez déjà ce qu'on appelle une migration climatique interne au Canada, parce qu'il y a des gens, il y a des villages, leurs maisons ont disparu, puis il y a d'autres, ils habitent dans des endroits tellement à risque qu'ils ne trouvent plus, par exemple, d'assureurs pour assurer leur maison, donc ils sont obligés de déménager plus au sud, dans des endroits plus sécuritaires. Donc le Canada est déjà très affecté par les enjeux climatiques. Ensuite, quand on s'intéresse aux enjeux climatiques, il faut souvent et toujours se rappeler que c'est un enjeu d'inégalité, soit au sein de la société ou entre les pays. Simplement, si vous regardez cette représentation mondiale, plus les pays sont bleu foncé, plus l'émission cumulée de gaz à effet de serre par habitant est importante. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Russie qui sont parmi les pays les plus émetteurs depuis plusieurs dizaines d'années en termes de gaz à effet de serre. Et ici, plus le pays est rouge ou orange, plus le pays va vivre des conséquences dramatiques au niveau sociétal, au niveau de santé, au niveau humain, des enjeux liés au changement climatique. Donc, il y a un écart très important entre ceux qui émettent et ceux qui vivent actuellement, qui vont vivre les conséquences les plus sévères du changement climatique. Donc, on a aussi, nous, une responsabilité comme habitants dans un pays à haut niveau de revenus. Donc, dernier point, hein, sur les enjeux climatiques, on voit souvent dans la presse des effets d'annonce avec des solutions techniques qui pourraient nous sauver. Or, quand on regarde la littérature, notamment, par exemple, il y a 15 jours, un dernier article publié dans Nature qui dresse l'état de l'efficacité des solutions techniques dans la lutte contre le changement climatique, qui dit que c'est largement insuffisant. Vous avez ici une illustration, hein, vous pouvez mettre toutes les voitures électriques du monde que vous voulez, ça ne réduira que très partiellement l'empreinte carbone des habitants ou d'un pays. Donc, si on veut faire et lutter efficacement contre le changement climatique, que ce soit à une échelle individuelle ou à l'échelle d'une entreprise ou dans le milieu du sport, il faut cibler 3 grandes catégories, des changements structurels, des changements contextuels et sociaux, et puis des changements personnels. Or, aujourd'hui, dans la majorité des cas, on a tendance à nous informer uniquement sur des changements individuels et on ne voit pas ou peu ou pas assez vite de changements structurels pour vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était ma brève introduction sur les points clés liés au changement climatique. Je pourrais y revenir si vous avez des questions plus tard. Si on s'intéresse maintenant à l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire les liens entre sport et changement climatique, j'aime bien utiliser la presse généraliste ou la presse sportive pour essayer d'illustrer la thématique qui croît depuis, je pense, on va dire vraiment 7-8 ans dans la presse généraliste et un peu moins dans la presse sportive. On a des illustrations par exemple, en 2007, un article dans Sport Illustrated qui montrait les risques d'inondation dans les stades de baseball. On a des athlètes qui témoignent dans la presse de leur éco-anxiété quand ils calculent leur empreinte carbone liée à leur déplacement. On a un journal très connu dans les pays francophones européens qui a fait un numéro spécial sur les enjeux climatiques. Et puis, on voit poindre ces dernières années, même dans le milieu francophone, des articles dans la presse spécialisée sur les enjeux climatiques et le sport. On a aussi, par exemple, des associations plus écologistes. Vous connaissez certainement WWF, qui s'est fait connaître sur la défense des animaux, qui aussi essaye de mobiliser les personnes et les sportifs. Ils ont publié l'année dernière ou l'année d'avant un rapport très bien fait, très court, très pédagogique sur les conséquences réelles et concrètes d'un monde à 2 ou à 4 degrés pour les gens qui s'entraînent, donc les gens qui vont faire la préparation à la performance. On voit que ça diminue drastiquement le nombre de jours d'entraînement, par exemple. On a aussi une association australienne qui appelle à l'arrêt des commanditaires de type Gazprom, par exemple, ou Total, qui financent beaucoup d'événements sportifs et qui sont parmi les plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre. En Angleterre, en Australie, on a certaines fédérations qui s'activent et qui produisent des documents grand public ou plutôt à destination des décideurs sur les enjeux liés au changement climatique. On a aussi certains sports spécifiques, comme ici le cricket en Inde et en Australie, qui déjà anticipent les conséquences dramatiques pour les compétitions et aussi les risques pour leurs athlètes.
Et puis, plus récemment aussi, une manière très intelligente de mobiliser les gens sur le changement climatique, la BBC, le journal la BBC en ligne, qui permet, avec une infographie dynamique, de pouvoir aller voir les stades que l'on aime bien, nos clubs de soccer préférés, par exemple, et voir les risques d'inondation ou de feu en 2030 ou 2040 en fonction de ces différents scénarios de gaz à effet de serre. Donc, ça permet de concrétiser visuellement les liens entre pratiques sportives et puis changement climatique. Nous, notre travail, quand on a préparé cette revue de littérature systématique il y a maintenant 2 ans et demi, on s'est dit on ne va pas se concentrer uniquement sur le sport, on va embrasser toute la complexité de l'activité physique. Donc, on s'est dit on va faire un état de la littérature scientifique, donc identifier tous les articles publiés en français ou en anglais qui abordent les enjeux climatiques en lien avec les pratiques sportives, on va dire, de monsieur et madame tout le monde, ou alors les pratiques sportives de haut niveau, l'activité physique dans le loisir, l'entraînement, le transport actif, donc tout ce qui est l'utilisation de l'humain pour se déplacer, de la force humaine pour se déplacer. Et quelque chose qui est beaucoup moins abordé, c'est l'activité physique au travail, aussi les emplois qui nécessitent une dépense énergétique importante. Donc pour cela, j'ai réuni une équipe vraiment super intéressante de chercheurs en sciences de l'activité physique. Il y a des Canadiens, des Français, des Espagnols. On a préenregistré notre protocole et on a fait des recherches au sein de 9 bases de données différentes. Vraiment, on a suivi les guides, les directives internationales méthodologiques au plus près. On a identifié environ 74 articles qui traitaient des enjeux climatiques et du sport ou de l'activité physique. Ces articles, on les a organisés selon environ 6 thématiques. Les liens entre la pollution de l'air et l'activité physique, les conditions météorologiques extrêmes et l'activité physique, les enjeux entre gaz à effet de serre, sport et activité physique, l'empreinte carbone des sportifs, on y reviendra, les impacts des catastrophes naturelles sur les communautés de sportifs, et puis quel est le futur de l'activité physique dans un monde changeant. On va aborder et survoler ensemble chaque point ici. Quand on s'intéresse au lien entre la pollution de l'air et l'activité physique, c'est relativement facile à comprendre, que ça soit des alertes, donc par exemple quand on voit les alertes au smog dans Météo Média, ou que ça soit de la pollution visuelle, un effet smog, vous voyez vraiment la pollution, comme on peut voir des fois dans des reportages en Inde, en Chine, on le voit moins ici. À chaque fois qu'il y a une alerte de pollution ou qu'on voit de la pollution, ça a un impact à court terme et à moyen terme sur la quantité d'activité physique que les gens font, sur la quantité d'entraînement en extérieur que les gens font. Et ce qui est intéressant de s'apercevoir aussi, c'est que ce n'est pas compensé par des effets à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui s'entraînent habituellement dehors, des sportifs qui s'entraînent habituellement dehors, n'ont pas le réflexe encore de compenser par un entraînement à l'intérieur. Quand on regarde cette littérature scientifique, que ce soit en Asie du Sud-Est, aux États-Unis ou en Europe, plus il y a une concentration élevée de particules fines, plus c'est associé à une augmentation du taux d'inactivité physique chez les enfants, les adultes et encore pire chez les personnes âgées. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique, vous le savez. L'inactivité physique, c'est-à-dire le taux de personnes qui ne respectent pas les directives d'activité physique, ne cesse de croître depuis au moins 20 ans. Quand on s'intéresse aussi, à l'inverse, aux effets du développement et l'utilisation du transport actif, la marche ou le vélo, c'est-à-dire de remplacer certains déplacements courts réalisés en voiture par du vélo, par exemple, on est capable, en fonction des pays, puis en fonction des villes dans lesquelles c'est fait, puis des scénarios testés, d'estimer à minima une diminution de la pollution locale de 8 à 5%. Donc, c'est quand même, le vélo n'est pas la solution magique, mais ça fait partie des solutions qui nous permettent de diminuer la pollution de l'air localement. Donc, on a un effet direct, monodirectionnel de la pollution de l'air, que ça soit perçu ou objectif, sur l'activité physique. Et on a un effet directionnel dans l'autre sens, où plus je remplace des déplacements courts en motorisés par du vélo, et plus je diminue la pollution de l'air localement. Si on s'intéresse maintenant aux conditions météorologiques extrêmes et à l'activité physique au sens global du terme, on va dire au sens la quantité d'activité physique qu'une population générale peut faire, on a majoritairement identifié des articles qui s'intéressaient aux effets des vagues de chaleur, des pics de chaleur, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc, ce sont souvent des périodes de plusieurs jours consécutifs où il va faire très chaud,
où la température va peu redescendre la nuit et va peut-être même faire très chaud et très humide. Avec les scénarios de gaz à effet de serre que le GIEC produit et d'autres chercheurs produisent, plusieurs chercheurs sont capables de modéliser la température et la fréquence et la durée des vagues de chaleur qu'il va faire en 2050 ou en 2100 aux États-Unis. Et on est capable donc de modéliser l'impact de ces pics de chaleur et l'augmentation de la température moyenne sur l'activité physique globale des Américains, par exemple. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'il y a d'énormes variations géographiques. Vous pouvez le voir ici sur la carte. Plus c'est jaune-orangé et plus il y a une diminution drastique de l'activité physique. Et puis, il y a aussi des variations saisonnales. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bien sûr, les hivers seront potentiellement plus doux. Donc, on peut anticiper une légère augmentation de l'activité physique durant l'hiver ou l'automne, que ce soit sur un scénario de très forte émission ou de forte émission. Mais par contre, c'est associé aussi à une réduction drastique de l'activité physique pendant l'été, parce qu'on sait que c'est la période où il va y avoir plus de pics de chaleur et des pics de chaleur plus longs et plus fréquents. Ces chercheurs concluent qu'à l'échelle nationale et à l'échelle de plusieurs années, les pics de chaleur vont diminuer et encore diminuer le niveau d'activité physique globale de la population. Donc, c'est faux de penser, comme on peut le voir par moments dans la presse, que le changement climatique va mettre tout le monde à l'activité physique parce que les saisons seront plus douces. Oui, c'est vrai dans certaines régions à certains moments de l'année, mais la tendance globale fait que l'activité physique, notamment aux États-Unis, va diminuer. Quand on s'intéresse aussi, puis ça c'est très important, je pense que vous compreniez aujourd'hui, à l'activité physique de loisir ou de l'activité physique au travail, les personnes qui utilisent leur corps pour travailler, que ce soit par exemple les personnes qui vont travailler sur les chantiers, mais on peut penser aussi aux livreurs qui se développent avec des vélos à assistance électrique, sont de plus en plus à risque en termes de santé au travail. Une étude australienne, par exemple, a essayé de modéliser l'impact d'un scénario d'augmentation de 4 degrés en Australie sur le nombre de jours où les travailleurs en extérieur courent un risque de coup de chaleur, voire d'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est très grave, on peut en décéder. Donc, il y a quasiment un nombre de jours doublé, voire triplé en fonction de où on se situe en Australie, où les travailleurs en extérieur vont être très à risque de travailler, enfin d'utiliser leur corps pour travailler. Donc ça a des conséquences si on se projette un peu sur le coût de certains chantiers, la vitesse de certains chantiers, et puis aussi le fait que le droit n'est peut-être pas prêt. Il y a un article en Ontario il y a 3 ans sur l'absence de droit des livreurs à vélo d'arrêter de travailler au-delà d'une certaine chaleur, par exemple. On y reviendra. Si on s'intéresse maintenant aux sportifs, notamment aux sportifs qui s'entraînent sérieusement, pas nécessairement des gens qui veulent faire de la compétition internationale, on les inclut dedans, mais aussi vous et moi qui avez par exemple l'objectif de faire un semi-marathon. Si on regarde l'ACSM, donc le Collège américain de médecine du sport, depuis plusieurs années, il a fixé un seuil à 32,3 WGT, c'est-à-dire c'est un indice qui cumule en même temps la température et l'humidité, pour faire simple. Et on se rend compte que globalement, si vous regardez ici le schéma projeté en 2040 avec un scénario de gaz à effet de serre élevé, donc celui qu'on poursuit actuellement, vous avez quasiment les 2 tiers des États-Unis qui sont en jaune ou en rouge, c'est-à-dire les 2 tiers des États-Unis où quasiment pendant 2 mois chaque année, on ne va plus avoir le droit, si on suit le guideline du Collège américain de médecine, de s'entraîner en extérieur du fait d'un ratio chaleur-humidité beaucoup trop important et beaucoup trop dangereux pour faire des efforts de haute intensité. Donc, on peut penser aussi que ça va avoir un effet dramatique sur la préparation de certaines compétitions à l'avenir. Si on continue de s'intéresser aux effets des pics de chaleur, donc on a vu l'activité physique globale, on a vu l'activité physique au travail, on a vu le sport, et il y a maintenant aussi l'activité physique dans les transports. Ici, vous avez une simple représentation des changements d'utilisation de l'équivalent des Bixi à New York, des vélos en libre service, en fonction de la température. Simplement, ce qu'il faut comprendre de ces émissions, de cette relation, c'est plus il fait chaud, plus les gens ont tendance à utiliser fréquemment ou pour des plus longues durées l'équivalent des Bixi. Mais au-delà de 28 à 30 degrés, leur utilisation chute drastiquement. Cette relation en U, en cloche inversée, elle a été reproduite dans plus de 40 villes à l'échelle mondiale,
avec des pics, donc des points de bascule qui varient en fonction des pays, vous en doutez. Mais quand on atteint certains seuils de chaleur et ou d'humidité, l'utilisation du transport actif diminue drastiquement, et c'est encore plus vrai pour les personnes plus âgées ou les personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé. Donc, ici aussi, par exemple, les enjeux de livraison à vélo, si on caricature un peu ces résultats, bon, ça va être de plus en plus compliqué pour ces personnes-là. Ensuite, si on s'intéresse à l'utilisation de stratégies d'activité physique pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre, les niveaux de preuves scientifiques sont relativement faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'études. On est capable d'augmenter l'utilisation du vélo avec un changement d'infrastructure en ville, mais ce n'est pas nécessairement associé à une réduction de l'utilisation de la voiture en ville. Donc, globalement, on a une augmentation de l'activité physique, mais pas une réduction des GES. Quelques études nous laissent poindre des potentiels effets très intéressants des vélos électriques, notamment utilisés par des gens plus âgés qui habitent dans des zones plus périurbaines et qui auraient beaucoup plus tendance à laisser de côté la voiture pour un vélo totalement électrique ou assistance électrique. Et je pense que c'est une avenue qui reste à être exploitée. Quand on s'intéresse aux études de modélisation, qui essaient de modéliser les meilleurs scénarios pour la réduction des gaz à effet de serre en contexte urbain, leur conclusion, généralement, c'est le couplage transport actif et transport en commun pour avoir les effets les plus importants en termes de réduction de gaz à effet de serre localement, notamment avec une bonne interpolarité, c'est-à-dire que vous êtes très facilement, par exemple, capable de rentrer votre vélo dans un train, etc. Si on s'intéresse maintenant à l'empreinte carbone des sportifs, il n'y a pas énormément d'études et on a trouvé majoritairement des études européennes. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir des conclusions pour les Canadiens. En rappel, je vous ai mis ici l'empreinte carbone respective d'un habitant du UK, d'Italie, du Luxembourg. On voit que les Canadiens et les Américains sont coude à coude. C'est en fonction des critères qu'on prend, c'est entre 14 et 18 tonnes de carbone par an, un Canadien ou un Américain. Pour information, pour rejoindre les accords de Paris, on devrait tous être à 2 tonnes par an. Donc, vous voyez, les enjeux sont énormes, les efforts sont énormes. Quand on s'intéresse notamment à une étude allemande qui a essayé de quantifier l'empreinte carbone liée à la pratique sportive chez des sportifs comme vous et moi, des sportifs du dimanche, pas des athlètes internationaux, on se rend compte que globalement, les sports de nature sont les sports qui ont les empreintes carbone les plus élevées, notamment parce qu'ils sont associés à des très longs déplacements et notamment plus de déplacements en avion. Et quand on regarde le top 3 des sports qui ont les empreintes carbone les plus élevées, si vous voyez ici l'Allemagne, on est proche de 8 tonnes par habitant, c'est-à-dire que la pratique du surf, de la plongée ou du golf peut représenter jusqu'à un quart d'une empreinte carbone individuelle, ce qui est démentiel. Et c'est principalement dû au déplacement lié en fait à l'utilisation de l'avion pour aller avoir des pratiques à l'étranger. Donc, ça peut très vite monter, représenter une part très non négligeable de l'empreinte carbone individuelle, notamment dès qu'on prend l'avion pour avoir une pratique d'activité physique ou une pratique de sport. Si on s'intéresse maintenant aux sportifs de haut niveau, ici, pareil, sur le bas du graphique, je vous ai toujours mis en représentation les empreintes carbone moyennes par habitant par pays. Et ici, c'est assez difficile de trouver de l'info, mais on a réussi en fouillant bien. Donc, si vous regardez annuellement ce que représente quelqu'un qui fait les championnats du monde de ski alpin, c'est à peu près 42-43 tonnes de gaz à effet de serre par an. Un pilote de Formule 1, c'est quasiment 60, on est proche de 55 tonnes par an. Et un joueur de première ligue, donc du soccer, 30 tonnes par an. Pour rappel, la première ligue, si vous connaissez un peu le soccer, c'est uniquement l'Angleterre. L'Angleterre, c'est très, très, très petit comme pays. Et malgré ça, il y a une seule équipe, une fois dans l'année, qui prend le train. Tous leurs déplacements sont faits en avion, par exemple. Donc, on voit que le sport de très haut niveau est associé à des empreintes carbone totalement démentielles qui ne peuvent pas être en lien avec les accords de Paris. Ensuite, sur les liens entre les catastrophes naturelles et l'activité physique. C'est important de savoir que les conclusions du GIEC, notamment de l'automne dernier, nous rappellent que la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles, comme les feux, les inondations, les cyclones, s'accentue et va s'accentuer drastiquement partout dans le monde. Il n'y a aucun continent qui est à l'abri. Quand on s'intéresse au lien entre pratiques sportives et le fait d'avoir été exposé à des catastrophes naturelles,
Plus vous êtes exposé au cours de votre vie à des catastrophes naturelles, plus votre niveau de pratique sportive, de loisirs ou d'activité physique diminue. C'est aussi la même chose quand vous êtes exposé à des catastrophes naturelles de faible intensité. On a vu des études, par exemple, en Asie du Sud-Est, où en fait, dans l'année, ils vivent, par exemple, 7 ou 8 fois des inondations de 10 à 15 cm, donc très faibles, on va dire, en intensité. Et en fait, ça diminue drastiquement l'utilisation du vélo ou de la marche au quotidien. Quelque chose qui est très important que vous reteniez aujourd'hui, et on a été très étonné de trouver la littérature là-dessus, c'est l'impact positif et dans la résilience des communautés sportives, que ce soit à une échelle associative ou à une échelle industrielle. Il y a beaucoup d'études qui ont souligné le soutien émotionnel ou le soutien structurel d'associations sportives pendant ou post-catastrophe naturelle pour venir en aide aux personnes. Un des meilleurs exemples, vous avez par exemple des courses de vélo cargo qui s'organisent aux États-Unis pour s'entraîner à être capable de faire de la livraison de matériel dans un contexte d'inondation, dans un contexte de catastrophe naturelle. Et ces associations-là militent, par exemple, pour pouvoir être inclus dans les plans de préparation face aux catastrophes naturelles, pour, par exemple, aller livrer des médicaments à des personnes qui sont diabétiques ou de l'alimentation à des personnes qui ne sont pas rejoignables en hélicoptère, etc. etc. Donc, il y a une très forte vraiment une utilité marquée des communautés sportives post-catastrophe naturelle pour accélérer la résilience. J'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi, et puis c'est un peu, je ne vous cache pas, la source de l'idée que j'avais de créer cette revue littérature. Quand j'ai lu cet article, c'est l'idée première, une chercheuse norvégienne qui a proposé une définition de l'activité physique durable, rassemble l'ensemble des activités physiques produites avec une durée, une fréquence, une intensité suffisante pour promouvoir la santé, sans dépenses et coûts énergétiques trop élevés en termes de nourriture, de transport ou d'équipement. Les activités physiques durables ont un faible impact environnemental et sont culturellement et économiquement acceptables et accessibles. Imaginez la révolution si chaque fédération sportive adhérait à cette définition. Pour information, l'illustration qui est sur la slide est réelle. Ce n'est pas un montage, c'est vraiment des gens qui continuaient à jouer au golf. Vous avez la même avec le feu de forêt derrière. Ça illustre un peu le propos de ma présentation aujourd'hui. Dernière partie de notre revue de littérature, ce sont beaucoup d'études qui ont utilisé des scénarios de gaz à effet de serre pour essayer de modéliser ce qui allait se passer dans les prochaines décennies. J'aime bien utiliser ces résultats parce qu'ils nous concernent. On est au Canada, on aime bien patiner, on aime bien jouer au hockey en extérieur. Si on aime bien, peut-être vous avez eu la chance d'aller patiner sur le canal Rideau à Ottawa. Peu importe les études qu'on regarde, que ce soit à l'échelle du Canada, du Québec, des provinces de l'Est, si on suit un scénario de gaz à effet de serre actuel, donc business as usual, qui ne cesse de croître, la durée des saisons va diminuer, d'accord, et la qualité de la glace va diminuer, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité que ça devienne impossible d'ici 2050 de patiner en extérieur pour du loisir. Tout simplement parce que ça va devenir soit trop dangereux, soit pas assez rentable de préparer une glace et entretenir une glace extérieure. Donc, on voit que, par exemple, une activité très culturellement ancrée au Canada ou au nord des États-Unis risque de disparaître si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Vous l'avez peut-être suivi l'actualité des derniers Jeux olympiques. Ici, vous avez une série d'études qui essaient d'identifier les endroits où nous allons pouvoir organiser les Jeux olympiques de manière sécuritaire, les Jeux olympiques d'été. Si vous cherchez sur la carte où est-ce qu'on va pouvoir les organiser, cherchez les barres vertes. Et si vous regardez les barres vertes, il y a le nord de l'Europe, à peu près. C'est tout. Donc, d'ici plusieurs décennies, les conditions pour organiser en 2085 les Jeux olympiques vont être très compliquées à identifier. Pourtant, si on regarde les prévisions et le site du Comité olympique international, ils ne prennent pas du tout ça en compte dans le choix des prochaines villes d'accueil. Plus près de nous, vous avez peut-être vu passer des travaux de chercheurs ontariens qui ont posé la question de manière un peu plus fine, mais je ne rentre pas dans le détail. Quelle ville qui a déjà accueilli les Jeux olympiques d'hiver pourra encore les accueillir en 2080 dans un scénario de gaz à effet de serre? Ça, c'est les résultats de 2019. Donc, vous voyez, vous avez quelques villes qui pourraient encore accueillir les JO d'hiver. Cette année, ils ont publié une étude beaucoup plus précise et puis ils ont pris en compte les scénarios de gaz à effet de serre et ils ont pris en compte la voix des athlètes qui ont décrit les conditions idéales pour performer et pour battre des records. Donc, ils ont pris ça comme variable à expliquer.
quand ils prennent les critères des athlètes de haut niveau pour savoir quelle ville qui a déjà accueilli les JO d'hiver va pouvoir les accueillir en 2080 dans un scénario de gaz à effet de serre élevé, il ne reste plus qu'une seule ville, Sapporo. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande, j'ai écrit un article qui est en accès libre sur la revue La Conversation, sur les liens entre changement climatique et Jeux olympiques, c'est en accès libre. Pour conclure, ici, c'est un schéma qui essaie de résumer les principaux résultats de notre revue de littérature. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas une seule catégorie d'activité physique qui est à l'abri des conséquences du changement climatique. Que ça soit vous qui faites une sortie le dimanche à vélo, que ça soit votre athlète préféré dans l'équipe nationale du Canada ou votre filleul qui fait de la livraison à vélo pour payer une partie de ses études, ou vous êtes un pêcheur ou alors vous pêchez en kayak. Toutes ces activités-là vont et peut-être sont déjà même impactées par le changement climatique. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que les activités physiques, incluant les activités sportives, sont en même temps un amplificateur du changement climatique dû notamment au trajet en avion lié et à leur empreinte carbone liée au trajet en avion. Et en même temps, les pratiques sportives et les activités physiques peuvent être aussi un outil de lutte contre le changement climatique. Donc, vous vous rendez bien compte qu'on a un déséquilibre, un équilibre ici, puis que nous, on va aller chercher un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on veut réduire au maximum l'empreinte carbone des activités physiques et sportives et augmenter au maximum le rôle des activités physiques et sportives dans la résilience et dans l'adaptation et la mitigation face aux enjeux climatiques. Pour conclure, j'ai essayé un petit peu de réfléchir en disant c'est quoi le message clé que je pourrais passer à des gens qui sont plutôt en lien avec HEC et qui réfléchissent dans le milieu plutôt des fédérations ou de l'industrie du sport. Je m'excuse par avance si c'est un peu simplifié ma vision, on pourra en discuter, mais je pense qu'on est face à un choix si vous travaillez dans des projets sportifs. Soit vous avez une entreprise, on va dire, vous conceptualisez votre entreprise pour rester sous les 2 degrés, c'est-à-dire des événements sportifs qui anticipent ou qui planifient, qui intègrent les enjeux climatiques. Vous avez un excellent exemple qui est la station de Métabief en France, une station de ski qui n'est pas de très haute altitude et qui voulait faire un prêt, par exemple, pour modifier tous ces remontes de pente et qui a travaillé avec une équipe de scientifiques qui s'est rendu compte qu'en 2040, il n'y a quasiment plus aucune de ces pistes qui allait avoir assez de neige. Donc, au lieu de surinvestir dans des canons à neige, par exemple, ils ont, dès le départ, fait le choix d'anticiper la fermeture de leur descente de ski. Et ils travaillent actuellement, vous avez le lien dans la diapo si vous voulez lire en détail, à comment ils peuvent viabiliser d'une autre manière avec une autre offre de services pour avoir des activités physiques et de loisirs, des activités sportives à proposer aux gens, plus uniquement à l'hiver avec de la neige artificielle, en supprimant cette activité, puis en lissant leur activité sur l'année. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. On a aussi des questions à se poser dans le milieu du sport. Hein. Il y a beaucoup de commanditaires au Canada notamment qui sont issus de l'industrie du gaz ou du pétrole. Hein. Vous connaissez certainement les bourses Petro-Canada, par exemple, dans le sport. On a aussi une obligation dans une logique en dessous de 2 degrés à réviser nos modèles de formation, donc former les étudiants autrement, former les étudiants aux enjeux climatiques, former les gestionnaires aux enjeux climatiques aussi dès maintenant, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, mais comment construire un projet de nouveaux stades ou d'événements sportifs en incluant au-dessus de tous les enjeux climatiques. Il y a aussi des modifications systémiques et symboliques qui sont très fortes. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que les pratiques sportives sont très culturellement ancrées. Hein. Le hockey, par exemple, ici au Canada, imaginez l'effet que pourrait avoir le fait que des équipes de hockey prennent publiquement position pour le développement d'un train à grande vitesse pour pouvoir aller jouer contre Ottawa en train puis diminuer l'utilisation de l'avion. D'accord ? Je pense que ça aurait beaucoup plus d'effet en termes de communication générale pour sensibiliser les personnes aux enjeux climatiques, par exemple. Et puis, un des messages clés d'une entreprise sous les 2 degrés, c'est une entreprise qui, tout nouveau produit, tout nouveau événement sportif, elle le regarde, elle l'analyse au prisme du changement climatique, au prisme de la consommation énergétique, de la soutenabilité du projet, et puis aussi de l'analyse de cycle de vie des produits qu'elle vend.
d'éviter les stratégies d'éco-blanchiment. Hein. On a beaucoup dans le sport des stratégies, ce qu'on appelle de compensation carbone. Vous prenez les Jeux Olympiques, hein, par exemple, ils créent une forêt de compensation carbone. Or, aujourd'hui, on a assez de données probantes qui nous montrent que planter des arbres pour compenser nos émissions de carbone, c'est une stratégie au mieux inefficace. C'est aussi une entreprise en dessous de degrés qui pense aux conditions de travail de ses futurs employés. Et aussi, on commence à le voir en Europe, je n'ai pas vu d'article là-dessus au Canada, qui va vivre beaucoup moins de problèmes de recrutement parce que les jeunes sont de plus en plus, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, sensibilisés aux enjeux climatiques. Et les entreprises, par exemple, qui travaillent dans le milieu du gaz ou du pétrole, ont de plus en plus de difficultés à recruter des nouveaux ingénieurs qui ne veulent plus participer à l'accentuation des gaz à effet de serre par l'industrie du pétrole. Donc, une entreprise qui reste sous les 2 degrés, c'est une entreprise qui raisonne le changement climatique, c'est une entreprise qui a plus de facilité à recruter à l'avenir. Il y a aussi des enjeux d'assurance, des enjeux de financiers de droit, mais je passe vite, je ne voudrais pas trop tarder. Ici, un exemple très concret. Vous pouvez visiter sustainability.nhl.com. Vous allez voir, il y a énormément de communication de la NHL sur les enjeux sustainability, mais c'est très, très compliqué de trouver clairement des vrais chiffres sur leur empreinte carbone. Aujourd'hui, j'ai trouvé uniquement des chiffres sur ces 3 années, sur l'empreinte carbone totale d'une saison de NHL. C'est à peu près 200 000 tonnes de CO2 par an, donc c'est énorme. En vert, ici, vous avez ce que représentent les transports, donc uniquement les transports. Donc, c'est à peu près un tiers de l'empreinte carbone des NHL. Une récente étude a quantifié les modifications qui ont été faites dans l'organisation des compétitions de NHL pendant le Covid, peut-être vous vous rappelez. Donc, on a réorganisé des tournois plus locaux, on a régionalisé. Ici, vous avez une représentation graphique du nombre de vols en avion en 2018 et ici en 2020. Donc, vous voyez qu'on a toujours eu autant de plaisir à avoir des games de hockey, sauf qu'on a réduit drastiquement le nombre de vols réalisés par les équipes. Ça équivaut à une réduction de gaz à effet de serre de 22 à 33 %. C'est-à-dire, si on regarde sur les chiffres de 2016, en fait, on couperait ici une grosse tranche des émissions de gaz à effet de serre liées au championnat de NHL. Donc, on a des solutions relativement efficaces, hein, changements structurels efficaces pour réduire l'empreinte carbone de ligues majeures, par exemple. Et puis, ce que j'ai appelé les entreprises Don't Look Up, vous avez certainement vu le dernier film avec DiCaprio qui caricature un peu les enjeux climatiques, mais en fait qui sont assez réels. Les entreprises Don't Look Up, c'est les entreprises qui vont pas prendre en compte les enjeux climatiques en offrant toujours des solutions techniques pour faire face au changement climatique avec des canons à neige qui sont capables, et puis des circuits de réfrigérés qui sont capables de garder la neige froide dans des descentes. C'est d'offrir des nouveaux services totalement ubuesque quand on prend en compte la consommation énergétique. Ici, par exemple, à droite, vous avez une start-up américaine qui envisage de pouvoir proposer aux gens de s'entraîner dans une voiture autonome à la sortie du travail. Donc, c'est un projet, je vous promets, je croyais que c'était une blague, mais c'est réel. Vous avez le lien là si vous voulez aller chercher. Donc, on a des projets comme ça d'entreprises Don't Look Up, je caricature volontairement. On a aussi beaucoup d'entreprises qui vont verdir leur discours. Vous avez par exemple des entreprises qui vont calculer leur empreinte carbone sans prendre en compte leur déplacement, qui vont prendre qu'un petit périmètre, donc qui vont avoir une petite empreinte carbone. Vous avez des entreprises qui vont créer leur propre index de sustainability. Comme ça, ils sont toujours bons sur leur index, c'est eux qui l'ont créé. Vous avez par exemple des stations de ski qui vont dire qu'ils vont acheter des dameuses pour damer la neige, pour taper la neige électrique, alors qu'on sait que ça représente moins de 1% de leur empreinte carbone. C'est une entreprise, je vous l'ai dit, qui risque d'avoir des difficultés de recrutement aussi pour les futures générations. Je vous donne un exemple. Pour moi, une des pires entreprises Don't Look Up, c'est le comité olympique international. Vous avez une revue, un article qui a quantifié la soutenabilité des Jeux olympiques depuis Barcelone, en prenant notamment en compte l'empreinte carbone, l'empreinte financière, l'empreinte sociale des Jeux olympiques depuis les JO de Barcelone. Vous avez ici une petite illustration donc, de Barcelone à Tokyo. Peu importe l'indicateur que vous prenez, la soutenabilité des Jeux olympiques diminue de Jeux olympiques en Jeux olympiques, d'accord ? Indépendamment du fait des stratégies d'éco-blanchiment du comité international qui, chaque jeu se dit le jeu le plus vert, etc. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir pour aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, les enquêtes
populationnelle faite d'ailleurs par un chercheur à l'UDEM sur la perception des risques du changement climatique. Même en Alberta, même au Saskatchewan, les niveaux de perception de risque du changement climatique sont du même niveau qu'à la Californie. Donc, c'est-à-dire que même les purs, on va dire, conservateurs au Canada en termes des enjeux climatiques, hein, si je caricature un peu les Albertains, ont un niveau en fait d'alerte et de connaissance sur le changement climatique équivalent aux Californiens. Donc, on peut penser que les Canadiens sont prêts à faire des efforts. Moi, je pense qu'on peut vraiment utiliser les pratiques sportives pour lutter contre le changement climatique. On voit actuellement, par exemple, vous avez un très grand joueur de soccer en Europe qui est devenu végétalien et qui commence à faire de la publicité pour de la nourriture végétarienne. Donc ça permet de créer des effets de mode. On a aussi, ce qui est encore sous-évalué et sous-utilisé, la puissance des partisans, des fans. Imaginez le travail qu'on pourrait faire avec les groupes de partisans de l'Impact de Montréal pour réduire l'empreinte carbone, pour proposer des formations aux partisans, des formations sur les enjeux climatiques. Et puis, on pourrait aussi mieux réfléchir à utiliser les événements sportifs pour tenter de faire des changements de comportement chez les sportifs de haut niveau, à systématiser l'utilisation, voire à obliger l'utilisation du transport en commun, à proposer en amont des événements, par exemple un programme pour réussir à diminuer sa consommation de protéines carnées, proposer des formations beaucoup moins chères ou obligatoires pour participer à certains événements, ou proposer une réduction d'inscription si on a participé à un atelier sur le climat, favoriser le réemploi du matériel. Et puis, je finis là-dessus. On peut aussi imaginer l'industrie du sport qui soit proactive sur les enjeux climatiques. On pourrait imaginer la construction d'une ligue de hockey qui inclut l'Ontario, le Québec, les provinces atlantiques et dont les déplacements seraient uniquement faits en train à grande vitesse nourris à l'hydrogène vert. Et puis, ça pourrait profiter à tout le monde. Ça pourrait aussi avoir un appui politique parce que les freins politiques sont nombreux. Je termine c'était ma diapo, je rêve en couleur un petit peu. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, et puis lié au travail qu'on a fait ces dernières années, nous avons produit une série d'infographies en 7 ou 8 langues. Ces infographies-là, vous y avez accès, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les copier-coller, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Elles sont utilisables par monsieur et madame tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller les chercher puis à les partager avec vos étudiants ou avec votre entourage. Le travail d'aujourd'hui, si vous n'avez pas le temps et que vous êtes pressé, vous pouvez lire le résumé de notre travail en 2 pages en français. Si vous êtes passionné par la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger en libre accès aussi la revue de littérature systématique. Puis n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. J'espère avoir été assez clair puis à ne pas avoir trop mangé de temps. Merci d'être ici.